Euh, on vous accueille aujourd'hui. Donc, moi, je suis Noémie. On va se présenter juste après. Je vais débuter ce live qui est dédié aux femmes qui considèrent que la vie de mère n'est pas forcément faite pour elles et toutes les femmes qui comprennent ces femmes. Bébé, Oui, je t'aime, tu es mon petit soleil. oh, je t'aime aussi. Alors, on va commencer. La première demande qu'on va faire, c'est que tout le monde coupe les micros pour qu'il n'y ait pas de parasites pendant la visio, pendant le webinaire. Je crois que c'est Sarah qui a son micro encore. Ah non, c'est bon, il est coupé. Donc, ce live est co-animé par Laurie, Bettina et Céline. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par se présenter toutes. Je vais laisser la parole à Céline en premier. Céline, dis-nous ce que tu fais dans la vie. Bonsoir à toutes, merci d'être là ce soir. Alors moi, je suis psychologue et fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Cozy and Happy. Voilà, je fais pas mal de choses au sein de ce cabinet, de la méditation, du yoga, de la psychologie positive, entre autres. Merci Céline. Bettina, qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même. Quand même. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Ça va être très intéressant. Donc, dans mon cas, je suis rédactrice, autrice et je crée du contenu sur les réseaux sociaux qui est orienté sur les combats féministes, on va dire, et notamment l'injonction à la parentalité, tout ce qui est stéréotypes de genre, pour amener en fait des pistes de réflexion au quotidien sur ces questions-là, on va dire. Merci Bettina. Laurie, à toi. Attends, je réponds juste un message en même temps, parce qu'il faut gérer les admissions et les messages. Moi, c'est Laurie, je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à se libérer de tout ce qui entrave leur épanouissement. Donc, voilà, tout ce qui peut être lié à pression sociale, regard de l'autre, croyance, peur. Et je n'ai pas d'enfant, c'est un choix, et je l'assume très bien. Voilà. Merci Laurie. Et moi, je suis Noémie. Je suis cofondatrice de Noès avec Estelle, qui est à mes côtés, mais qui se cache. Je suis cofondatrice d'un service qui accompagne les femmes vers l'épanouissement personnel. On travaille vraiment de deux manières sur notre site, sur de l'accompagnement individualisé. Et on essaye sur les réseaux, comme sur notre compte Instagram, de sensibiliser à tout ce qui peut entraver l'épanouissement personnel. Donc, on aborde des sujets qui sont souvent assez tabous et assez forts. Donc, aujourd'hui, le thème, le non-désir d'enfant. Moi, je suis maman de 2 petites filles, donc c'est pas un choix que j'ai pu faire dans ma vie, mais par contre, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on a un nouvel angle à porter à cette maternité ou à cette non-maternité pour appréhender justement la maternité comme une relation humaine qui serait une relation humaine comme une autre, parmi d'autres, et non comme un rôle ou un royaume sacré. Moi, en tant que maman, j'ai fait des enfants dans les conditions dans lesquelles j'ai évolué. Mais je pense que si on m'avait ouvert la parole et donné plus d'informations et plus de contenu qui élève un peu l'esprit sur ce sujet avant d'être mère, je me serais probablement posé des questions différentes. Et je trouve ça très intéressant qu'on puisse ouvrir la discussion sur ce sujet qui est encore très tabou. Je ne vais pas perdre de temps à faire des grands laïus. Je vais laisser la parole aux femmes qui ont pu nous poser des questions. Comme vous avez pu le voir, on a fait plusieurs appels à questions sur les réseaux et par mail. Et donc, du coup, de grandes questions en sont sorties. Je vais juste préciser qu'effectivement, le live est enregistré et sera rediffusé sur nos réseaux. Et c'est tout. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, donc je vous disais qu'il y a des grandes questions qui sont ressorties. On va les aborder les unes après les autres. Et ensuite, on vous laissera un temps de questions. Donc, la seule chose que je peux vous demander pour éviter que les questions se perdent dans le fil, c'est que vous attendiez le moment où on va vous dire go
pour poser vos questions afin qu'on puisse y répondre. On va essayer de prendre à peu près 40 minutes, 45 minutes pour traiter les thèmes qui nous ont été déjà transmis par mail. Et suite à cette partie, on vous laissera la parole. Merci d'être toutes parmi nous et très bon live à toutes. Donc, une des premières questions qui a pu ressortir, et je voulais particulièrement commencer par celle-ci, c'était la question de justement quelles questions se poser pour être certaine de ce choix, de ne pas vouloir avoir d'enfant. J'ai pu voir dans les témoignages que pouvait persister le doute d'un jour regretter ce choix. Et donc, du coup, je vais questionner en premier Bettina sur quelles questions aujourd'hui on peut se poser pour être sûr de notre choix. Ouais, je pense que en fait, comme tous les choix de vie, finalement, ça mérite réflexion. Et en fait, je pense que la première chose qu'on peut faire, c'est juste se demander est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant, qui peut paraître tout simple comme réponse, mais c'est vrai que ça a été quelque chose sur lequel on ne s'est pas du tout questionné pendant des siècles et des siècles, parce que c'est quelque chose de naturel, parce que c'est la survie de l'espèce, etc. Donc juste de se dire est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant, ça peut être la première question. Et après, en fait, si on n'arrive pas forcément à répondre à ça, je dirais de quoi j'ai envie dans la vie. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la connaissance de soi-même qui fait qu'on va pouvoir après se dire, je sais pas, j'ai envie d'avoir un CDI ou alors j'ai envie d'essayer de ne pas vivre dans les codes du travail classique ou j'ai envie d'acheter un appartement, ce serait mon objectif ou en fait, non, pas du tout, j'ai envie carrément de faire autre chose. Enfin, c'est vraiment juste apprendre à se connaître et prendre le temps de se poser des questions. Alors après, c'est toujours compliqué parce qu'on a l'influence de la société, des parents, des amis, etc. Et d'une politique nataliste globale dans nos pays, on va dire. Mais ouais, je pense que vraiment, juste prendre le temps de se poser des questions, d'échanger avec d'autres personnes aussi. Parce que, en fait, quand, par exemple, quelqu'un qui va vous dire, moi, j'ai envie d'un enfant pour ça, 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 va peut-être se dire, ouais, mais moi, j'ai pas du tout ce genre d'envie, en fait. J'ai pas envie de cette stabilité, ou j'ai pas envie de ces responsabilités, ou j'ai pas envie de ce temps, ou ce genre de choses. Et du coup, ça peut aboutir au fait de se dire, j'en ai envie ou j'en ai pas envie, tout simplement. Peut-être qu'il faudrait faire un petit stage d'immersion de 1 semaine dans la vie d'une maman avec des enfants, histoire de bien être sûre. Non, mais c'est vrai que par contre, il y a un manque de préparation à la parentalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui idéalisent ça. Et je pense que ouais, ça peut vacciner, entre guillemets, certaines personnes d'avoir des enfants dans son entourage, peut-être. Ou alors, au contraire, donner méga envie. Et du coup, dans les deux cas, c'est très bien. Oui, dans les deux cas, en tout cas, ça répond à cette question de pouvoir être conforté dans son choix. Laurie, comment toi, tu t'aborderais cette question? Parce que toi, tu as fait ce choix aussi de ne pas avoir d'enfant. Oui, alors moi, je me suis pas. Enfin, pour moi, ça a toujours été clair. J'ai jamais été gaga des bébés. Je me projette pas du tout. Voilà, dès que je vois un enfant, je vois que des aspects négatifs. Enfin, ce que ça m'apporterait de négatif dans ma vie, mais ça, c'est moi. Et en tant que coach, je ne parle pas de moi. Donc, en fait, ce que j'amènerais la personne à faire, ce serait de se projeter dans sa vie, en fait, si elle avait aucune contrainte de temps, d'argent, admettons, tu gagnes le loto, comment tu vois ta vie? Parce qu'il y a les injonctions un peu les normes sociales à la parentalité, mais maintenant, il y a plein d'injonctions contraires, notamment avec la conscience écologique. On voit partout que c'est pas écolo d'avoir un enfant. Donc, on est ballotté entre tout ça. Donc, vraiment de se projeter, de prendre le temps pour soi, de se questionner sur ses désirs vraiment profonds et de se projeter dans une vie idéale où on a enlevé finalement tous ces parasites et de voir de s'imaginer si dans sa vie on se verrait au quotidien avec un enfant et même faire l'exemple contraire de ce que ça pourrait nous apporter. Et si vraiment on n'a pas de réponse, si on voit qu'il y a les aspects, il n'y a pas suffisamment d'aspects positifs ou que ça nous empêcherait d'être épanouis, parce que, par exemple, moi, ce serait le cas. Voilà, plutôt se questionner comme ça, dans se projeter, essayer d'enlever tous les éléments parasites qui peuvent nous influencer dans un sens comme dans un autre.
Je vais rebondir sur une remarque qui a été faite en commentaire et que je trouve très juste. Pour faire un choix libre et éclairé, il faut surtout être informé sur la parentalité et finalement, très peu de personnes ont vraiment conscience de toutes les implications qu'entraîne la parentalité et je trouve que c'est assez vrai. Et c'est ce que disait Bettina. Le fait de savoir aussi, pour les personnes qui peuvent se poser des questions, toutes les facettes, ça me fait penser à un sketch de Florence Foresti qui est vraiment dans l'idée de se dire qu'il faut surtout pas répandre la parole parce que sinon plus personne ne ferait d'enfants. ce qui peut être assez juste et faux à la fois. Moi, je suis maman et à l'inverse, je suis heureuse d'être mère, mais malgré tout, le fait de le savoir et d'être plus informée sur la parentalité, sur la grossesse, sur le postpartum, sur ce que ça implique dans plein de choses, ça aiderait peut-être probablement à prendre cette décision. Ce qui découle de cette question qui a été posée, c'est comment je peux… moi, j'ai posé souvent la question sur les réseaux sur comment la société nous pousse à devenir mère. Et j'ai eu quelques remarques qui nous disaient, oui, mais aussi comment la société, nos convictions peuvent nous pousser à ne pas vouloir devenir mère. Sur le combat féministe, comment mon combat féministe peut peut-être m'induire dans une notion de choix qui me fait dire que je ne veux pas être mère, et comment être sûr que ce n'est pas justement ces convictions féministes qui biaisent un peu ma façon de voir les choses. Bettina, qui est féministe, engagée. Oui, clairement. Oui, je pense que, en fait, pour moi, c'est vraiment lié à la première question. C'est-à-dire, alors déjà, il y a quelqu'un qui disait dans le chat que de retourner la question, en fait, de se dire pourquoi on voudrait des enfants. Parce qu'effectivement, c'est une question qui, à l'inverse, n'est jamais posée, comme si ça coulait de source, alors qu'en fait, pas spécialement. Et voilà, moi, je pense que, en fait, au même titre que quand quelqu'un, enfin, j'imagine que ça a été peut-être ton cas, Noémie, Céline, enfin, je ne sais pas, mais quand tu as envie d'avoir des enfants, tu le sens à l'intérieur de toi. Il me semble, enfin, je veux dire, c'est une envie qui ne s'explique pas spécialement. C'est-à-dire que c'est assez viscéral, tu as l'impression qu'il faut que ça fasse partie de toi, tu sais que ça va faire partie de ta vie. En tout cas, tu vas tout faire pour que ça fasse partie de ta vie parce que ce n'est pas évident pour tout le monde non plus de faire des enfants. Mais du coup, enfin, voilà, dans mon cas, par exemple, je suis certes écolo, féministe, tout ce qu'on veut, mais c'est des raisons qui sont vraiment annexes. C'est-à-dire que la première raison et la seule et unique qui est valable, c'est juste que à l'intérieur de moi, je sens viscéralement cette envie de ne pas être mère, en fait. Et ça devrait être la seule valable. C'est-à-dire que malheureusement, on est poussé à se justifier parce que la première question qu'on nous pose, c'est pourquoi tu veux pas d'enfant? Alors qu'en fait, il n'y aurait vraiment pas du tout à se justifier parce que, juste voilà, moi, je sens en moi cette envie viscérale d'autre chose que la et je devrais même pas dire autre chose, mais juste d'être non maman parce que j'ai plein d'autres envies et qu'en fait celle-ci ne fait pas partie de mon lot, quoi, tout simplement. Céline, est-ce que… Oui, alors moi, la question à se poser, qu'il faudrait se poser, ce serait pourquoi, le grand pourquoi, le pourquoi de notre vie, mais le pourquoi, tu l'as un petit peu évoqué, Bettina, du coup, tu me coupes l'herbe sur le pied, non, je plaisante, mais voilà, pourquoi devenir parent ou pourquoi ne pas devenir parent, et pourquoi j'ai envie d'un enfant ou pourquoi je n'ai pas envie d'un enfant. C'est pas tant parce que la société me l'impose ou parce que la société me l'impose pas, parce que c'est pas écolo d'avoir un enfant ou au contraire c'est humaniste. Enfin, peu importe, c'est vraiment se poser son pourquoi à soi, aller chercher au plus profond de soi-même pourquoi on a envie d'avoir un enfant, pourquoi on n'a pas envie d'en avoir. Pour moi, la seule et unique question à se poser, c'est vraiment pourquoi et qu'est-ce qui en découle du coup. Et si vous faites ce petit exercice de vous poser cette question de pourquoi, vous allez avoir des réponses qui vont vous venir. Voilà, c'est un peu comme une liste de pour et contre, c'est même encore plus loin que ça, c'est essayer d'identifier la cause, qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous amènerait à avoir un enfant. Et puis pour reprendre ce qu'a dit Bettina, qui est très juste, c'est être à l'écoute de soi. Moi, je suis persuadée que, je crois en cette horloge interne biologique. Moi, je l'ai moi-même ressenti. Hein. Je n'avais pas forcément de conviction. Est-ce que j'aurais un enfant, pas d'enfant? J'ai longtemps dit que j'en voudrais pas, mais je pense que c'était en rébellion par rapport à ma mère qui a toujours voulu avoir plein de petits-enfants, de lui dire, tu vois, moi, je t'en ferai pas. Et au final, j'ai senti cette horloge biologique vers 30 ans, quoi. Et 29-30 ans. Et ça, c'est né en moi, voilà. J'avais rien prémédité.
Oui, et donc c'est vrai que ça peut naître ou ne pas naître et les deux sont aussi légitimes, quoi. C'est vrai que c'est tout à fait ça, quoi. Mais je pense que, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à faire d'apprendre à se connaître, entre guillemets, dans le sens où quand tu dis que tu veux pas d'enfant, une des premières remarques qu'on dit, c'est que tu es hyper égoïste. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'on est tellement habitué à se mettre de côté parce que, en tant que personne dotée d'un utérus en particulier, en gros, soi-disant, nos capacités naturelles, c'est de prendre soin des autres, c'est de faire attention aux autres, de se faire passer après. Du coup, dès lors que tu dis pour une fois dans ta vie que non, tu as bien réfléchi, que tu as pris le temps de penser à toi et que la conclusion, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie d'un enfant, là, c'est ça en fait qui fait un peu switcher les gens et qui fait que souvent on se prend des remarques hyper virulentes. C'est parce que en fait, les gens ne comprennent pas qu'en tant que personne attribuée, enfin femme ou perçue comme femme, on soit pas dans le don de soi en fait ultime qui est du coup le fait de faire un enfant, quoi. Je rebondis sur ce que vous dites, puisque je pense que c'est lié à la question qu'il y a juste après, qui avait été quel sens on peut donner à sa vie quand le modèle sociétal se construit sur la famille et la carrière, quand on n'a pas particulièrement cette envie de faire carrière et à côté de ça, pas particulièrement cette envie de faire des enfants, qui sont les modèles bien, bien définis sur la réussite qu'on peut nous asséner depuis qu'on est tout petit. Comment on dessine sa vie? Et je pense que, moi, je fais un biais avec ça parce que pour moi, ça rejoint quand même la notion du mieux du mieux se connaître et justement d'apprendre à se connaître pour savoir ce qui fait battre notre cœur et ce qui fait vibrer notre âme dans notre vie. Mais je vais vous laisser répondre. Laurie? Oui, alors on a 8 domaines de vie, donc on a tout l'occasion de s'exprimer pleinement. Et puis, on peut aussi ne pas vouloir d'enfant parce que, par exemple, on a une enfance vraiment difficile et on aurait peur de reproduire certains schémas, je pense notamment aux enfants battus. Il y a plein d'autres façons d'exprimer, de pouvoir être au contact dans d'autres façons que d'être mère. Mais après, effectivement, faire un travail toujours encore et questionner ces désirs profonds. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et ça peut être... il y a tout un tas de choses. Il n'y a pas que l'aspect professionnel. Ça peut être... je ne sais pas, faire des tours du monde et aller à la rencontre de personnes. Après, c'est chacun en fonction. Il n'y a pas de réponse toute faite puisque c'est un travail que chacun peut ou doit faire après. Voilà, c'est chacun fait comme il le Après, souhaite. la notion effectivement de mieux se connaître et les biais, les moyens qu'on utilise pour y arriver, ça dépend de chacun. Ça peut être effectivement par des biais professionnels avec des praticiens comme nous, ce qu'on peut mettre en valeur, qui peuvent être le coaching de vie, qui peuvent être la psychologie, qui peuvent être tout un tas de pratiques, la méditation, la relaxation, la sophrologie, enfin tout un tas de pratiques qui vont aider justement à partir à la connaissance de soi. Et puis ça peut aussi passer effectivement par les voyages, par d'autres choses qui nous permettent aussi de mieux nous connaître. Bettina, tu voulais rebondir? Ouais, parce qu'en fait, justement, tout ce que tu viens de dire, les phrases que tu viens de dire, c'est parfait parce que justement, en fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est assez récent le fait de se dédier du temps à soi, donc notamment avec la médecine douce, etc., ou des nouvelles techniques, naturopathie, sophrologie, ce genre de choses. Et en fait, pour moi, c'est vraiment peut-être essayer de sortir, c'est hyper compliqué, mais essayer de sortir d'un but productif de nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit le fait de faire des enfants, le fait de mener carrière, c'est un peu les deux raisons valables pour lesquelles tu as le droit d'avoir un but dans la vie quand tu es une personne sexisée, quand tu es une personne perçue comme femme. Quand tu es un perçu comme homme ou homme, c'est plus mener carrière en tout cas, et en tout cas avoir assez d'argent pour nourrir ta famille. Mais c'est peut-être essayer de se dire, c'est vraiment des buts productifs d'un point de vue capitaliste, en fait, ces deux notions-là. C'est-à-dire qu'il faut produire quelque chose qui va être utile à la société. Et donc, ça revient en fait aux deux autres questions qu'on a eues avant, de se dire, est-ce qu'on peut peut-être pas essayer de commencer à vivre un petit peu plus pour soi, plutôt que de servir en fait un modèle qui est plus grand que nous, qui nous dépasse clairement, mais pour lequel il y a énormément de personnes qui se retrouvent absolument plus dedans. Je pense il y a une espèce de crise existentielle qui a peut-être toujours existé, j'en sais rien, mais
je pense qu'il y a vraiment quelque chose où, en fait, il y a plein de gens. Enfin, j'ai fait un post il y a 2 jours là-dessus où je me posais la question de pourquoi vit-on? Parce que c'est vraiment une question que je me pose tous les jours et qui m'obsède. C'est insupportable. Mais voilà, je pense qu'on peut peut-être se dire qu'en fait, le but de nos vies, enfin, moi, le but de ma vie, c'est d'essayer d'être le plus heureuse possible au quotidien. Je pense que c'est déjà pas mal. Et que du coup, ça ne va pas forcément se retranscrire dans la parentalité, la carrière, etc. Mais en tout cas, peut-être de sortir de ce modèle de il faut forcément apporter quelque chose qui peut être quantifiable économiquement et qui a un intérêt en fait pour justement la stabilité économique d'un pays, d'une société, quoi. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour moi, c'est une piste de réflexion qui peut être aussi intéressante, quoi. Tout à fait. Céline, tu voulais ajouter quelque chose? Dans la vie, on aspire tous à trois choses, être heureux, en bonne santé et vivre une vie qui a du sens. Et justement, quand on parle de sens, le sens de la vie, c'est quelque chose qui n'est ni préconisé, ni légitimé. Le sens de la vie, c'est quelque chose qui se ressent, qui se vit, qui s'éprouve, mais qui ne s'approuve pas. On n'a pas besoin de demander l'approbation de qui que ce soit pour donner un sens à notre vie. Une personne peut être cadre dans une grande entreprise et demain élever des chefs dans le Cantal. Et pour autant, peu importe ce qu'on pense de lui, c'est ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. Il va écouter ce qu'il vibre en lui. Donc le sens de la vie, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui vient des tripes, qui vient du cœur. Ça n'a pas forcément de raison, on peut pas le rationaliser. C'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi. Le problème dans nos sociétés, et Bettina l'explique très justement, on est dans des sociétés productives où on prône l'efficacité et du coup, on rationalise tout. Voilà, il me faut de l'argent à la fin du mois, donc je vais faire quelque chose que je n'aime pas pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir un appartement, être quelqu'un, voilà. Et finalement, quand Laurie donne cet exemple d'imaginer gagner au loto, ça veut dire qu'on se débarrasse de toutes les injonctions possibles et tout est possible. On peut rêver dans un cadre de tous les possibles. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui vibre en moi? Quel sens je veux donner à ma vie? Quelle trace je veux laisser dans ce monde? Quelle est ma mission de vie? Et là, voilà, des réponses, on peut avoir des réponses aussi bien professionnelles que personnelles. Est-ce que j'ai envie d'être mère? Est-ce que j'ai envie d'aider les autres? Est-ce que j'ai envie, voilà, ça permet d'affiner un peu notre connaissance de nous-mêmes, comme le disait Socrate, connais-toi toi-même, ça part de là, tout part de l'identité, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, et le sens de la vie découlera de notre intuition, de notre cœur, mais surtout pas de ce qui est rationnel. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Une fois qu'on se connaît, et même même quand on ne se connaît pas, quand on fait le choix de ne pas être mère et qu'on en parle, la problématique, c'est souvent les autres et les remarques qu'on peut avoir. Comment on fait aujourd'hui pour, face à ces remarques, ne pas être sur la défensive? Je vais commencer par laisser parler Laurie ou Bettina qui est dans cette situation. Laurie, ton micro est ouvert, donc je te laisse commencer. Oui, je pense que ça vient du fait surtout d'assumer déjà ses choix. Personnellement, je n'ai pas l'impression je ressens pas de pression sociale. Évidemment, dès que je rencontre quelqu'un, c'est là après, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça vient un deuxième, est-ce que tu as des enfants? Mais je réponds que j'en ai pas. Et puis, voilà, après, je me sens pas de moi-même l'obligation de justifier. Donc, plus on est finalement, plus on est en phase et sûr voilà, au niveau de l'estime de soi, je pense que c'est surtout ça. Et puis, dire toutes les personnes qui viendraient à contester, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas elles qui élèveraient nos enfants si on en avait. Donc, ce serait peut-être même les premières personnes à nous critiquer de pas bien les élever. Donc après, oui. voilà. Bettina, toi, comment tu t'es peut-être construit aussi
petit à petit. Peut-être que tu as eu des remarques au début où tu avais pris cette décision-là et ça a peut-être évolué petit à petit. Explique-nous, fais-nous part de ton expérience. Ouais, moi en fait au début, donc j'ai eu de la chance parce que j'ai une famille qui a été assez bienveillante dès le départ, et qui a toujours plus ou moins su, je pense, au niveau de mes parents qu'ils savaient très bien que j'aurais jamais d'enfant, je pense. Mais en fait, c'est vraiment quand je me suis mise en couple, quand je me suis mariée, là, je me suis rendu compte qu'il y avait cette idée en fait sociétale que le mariage égale bébé. Je ne sais pas forcément d'où ça sort, et que du coup, c'était inutile de se marier si on n'avait pas d'enfant. Mais c'est vrai que pour revenir sur la question, en fait, moi, pour pas répondre sur la défensive, parce que j'ai été sur la défensive pendant très longtemps, mais je pense que c'est normal, c'est-à-dire que quand tu découvres un sujet, style, je sais pas, moi, souvent, je fais le parallèle où, au moment où je suis devenue végétarienne, j'étais insupportable parce que je venais de découvrir un truc tellement énorme que je me disais, mais comment, mais les gens sont tous bêtes, pourquoi ils ne voient pas la vérité? Et j'avais vraiment envie c'est horrible, hein, mais c'est normal, je pense, c'est la première phase, en fait, c'est que au début, tu te rends compte d'un truc, ça te paraît tellement, tellement fou, tu as l'impression que tu viens de découvrir l'eau chaude, le fil à couper le beurre, comme vous voulez, que, en gros, tu as envie de sensibiliser tout le monde. Bah ouais, tu as envie, et je pense que du coup, c'est normal. Et moi, souvent, les témoignages de personnes qui me disent ça, qui me disent, je sais pas, j'arrive pas à communiquer, c'est souvent des personnes beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire entre 15 et 20, 21 ans, parce qu'il y a beaucoup de personnes de cet âge-là qui se posent ces questions déjà. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans à cet âge-là, donc déjà, je trouve ça dingue. Et en plus de ça, voilà, je pense que c'est normal, tu as ce côté revendicateur, tu es un peu, c'est pas anarchiste, mais tu es quand même vachement plus un peu rentre-dedans quand tu es plus jeune, quoi. Et après, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, la pensée se construit. Et surtout, pour moi, le plus simple, en fait, pour pas être sur la défensive, c'est juste de retourner, pas de retourner à la question, déjà, de ce que je disais, en fait, de répondre quand on dit pourquoi tu veux pas d'enfant, juste dire parce que c'est ça qui me rend heureuse, parce que c'est ce à quoi j'aspire dans la vie, en fait, et pas de sortir direct de parce qu'on est trop nombreux sur Terre, parce que vous êtes tous des irresponsables. On a le droit de le penser, mais on peut peut-être le garder pour ça au début. Voilà, c'est de la diplomatie, en fait, je pense. C'est vrai que malheureusement, comme toutes les questions, voilà. Après, je pense que ça peut être aussi normal d'être sur la défensive ou sur l'offensive même, dans le sens où si c'est une question bienveillante, dans ces cas-là, le débat est ouvert de manière bienveillante. Quand ça l'est pas, quand on est sur du jugement permanent, il n'y a aucun mal à s'énerver. Et je pense que là, c'est aussi un truc vachement attribué. Là, on a le droit de mettre des coups de boule. Oui. Non, mais c'est vachement un truc qu'on a attribué aux personnes femmes et perçues comme femmes. C'est que, soi-disant, on est douce et on n'a pas le droit de s'énerver. Si, en fait, vous avez complètement le droit de vous énerver et il n'y a aucun souci à ça. Et c'est pas parce que c'est notre famille, c'est pas parce que c'est des gens proches, etc., qu'on doit se taire. Voilà, moi, j'ai des personnes racistes dans ma famille, je leur dis, en fait, et je m'engueule avec eux, tant pis, parce que j'ai pas envie d'avoir des relations avec des gens racistes, même si ce sont des gens qui partagent mon sang, soi-disant. Pour moi, ça n'a aucune valeur à partir du moment où leurs propos sont problématiques, en fait, quoi. En fait, effectivement, la diplomatie s'arrête là où tu as la sensation d'être attaqué et mise en porte-à-faux. C'est ça. À partir du moment où il n'y a pas de respect de la personne en face de toi, il n'y a pas de diplomatie possible. Et je ne vois pas. Et encore une fois, je pense que le droit à la colère féminine, on va dire, en tout cas des personnes cisgénérées, elle est légitime, quoi. Donc, on a le droit de s'énerver, quoi. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce que j'ai une jeune fille, moi, qui m'a envoyé un témoignage et qui m'a dit qu'elle avait 17 ans, qu'elle avait pris cette décision, et comme tu l'expliquais, que c'était viscéral depuis toute petite, elle savait qu'elle ne voulait pas d'enfant, et que quand elle explique qu'elle ne veut pas d'enfant à sa famille, tout le monde lui dit oui, c'est bien, t'es jeune, tu changeras d'avis. Et en fait, ça la met dans une situation où elle est hyper frustrée, parce qu'elle a la sensation qu'on ne respecte pas ce qu'elle dit et qu'on n'écoute pas ses choix. Et elle me demandait comment on peut interagir à ce moment-là, mais je pense qu'on y a déjà répondu avant, c'est en étant très en accord avec son choix. Céline, est-ce que tu aurais d'autres conseils pour cette jeune fille qui... De 17 ans, ouais, j'ai lu le témoignage, je l'ai lu qu'aujourd'hui, mais oui. Effectivement, dans son message, on voit qu'elle a ce besoin si on veut convaincre l'autre que finalement, ça ne devrait pas nous toucher quand la personne nous dit tu verras plus tard, puisque elle sait clairement qu'elle, plus tard, elle n'aura pas d'enfant. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait un ascendant, donc, que peut jouer peut-être la famille, ce fameux conditionnement qui nous pousse à vouloir défendre nos valeurs et qui on est. Mais justement, je pense qu'il faut s'extraire de ça et dire mais pensez ce que vous voulez, moi je sais qui je suis.
Et c'est à partir de là qu'on sera plus sur la défensive, parce que si on est sur la défensive, c'est qu'on se sent attaqué ou nos valeurs sont attaquées et on a besoin de les défendre. Et finalement, j'ai envie de dire, il faut être en paix avec soi, enfin, se connaître, être en paix avec soi, c'est penser ce que vous voulez. Je ne peux pas agir sur vos pensées, sur vos comportements, sur votre regard, sur moi. En revanche, je peux agir sur ma réaction, sur comment je décide de réagir face à votre réaction ou face à votre incompréhension. Et là, moi, je décide de m'en foutre totalement, quoi. Je décide d'être moi et c'est vous qui verrez dans quelques temps que je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. Ça répondait aussi à une question qui a été posée sur comment faire en sorte que toutes ces remarques qui sont persistantes n'aient pas d'influence sur moi. C'est être aligné par rapport à sa décision et faire en sorte que, de décider d'être imperméable à ce genre de remarques ou d'être perméable au moment où on le souhaite et quand on a décidé qu'il fallait qu'on prenne la parole et qu'on se positionne. C'est ça. En fait, s'il y a influence, c'est qu'il y a doute. On ne peut pas être influencé quand il n'y a pas de doute. Et donc, cette question m'a éveillé un peu mes antennes de psy, c'est que si on est vraiment fermement décidé à ne pas avoir d'enfant, peu importe ce que le monde nous dira, on ne sera pas influencé puisqu'on sait qu'on n'en veut pas. Et dès l'instant qu'il y a influence, c'est qu'il y a un doute. Ça veut dire que l'influence s'est un peu engouffrée dans cette brèche et qu'il y a peut-être des questions à se poser sur la posture qu'on peut avoir et sur se poser une question, quoi. Pourquoi je ne parviens pas à assumer ce choix ou affirmer cette décision? Est-ce qu'elle est si ferme que ça ou est-ce qu'elle n'est pas si ferme et du coup, l'influence peut s'infiltrer, quoi. Après, il y a quand même une situation un petit peu particulière, c'est par rapport au conjoint, en fait. Parce que c'est des choses soit qui n'ont pas été abordées au début parce qu'on s'est dit, bon, bah, on ne va pas parler d'enfants, et puis on pensait que ce n'était pas quelque chose qui allait durer et qui finalement ça a duré. Ou on avait dit qu'on ne voulait pas d'enfants, mais bon, voilà. Et puis, où là, on va pouvoir peut-être se retrouver entre le conjoint qui a du coup ce désir d'enfant, nous, pas forcément, et en même temps, on ne veut pas perdre le conjoint, et là, on peut se retrouver dans une situation plus délicate, où il va falloir à un moment donné faire un choix, et Oui. ça peut être moins évident à gérer, et voilà, je vois. On l'avait abordé aussi ensemble quand on a préparé ce live, la notion effectivement, je fais ma vie avec quelqu'un, je lui ai dit que je ne voulais pas d'enfant, il a dit ok, d'accord, et puis en fait, quelques années plus tard, il se rend compte qu'en fait, c'était un vrai choix et que c'est toujours d'actualité. Et donc, du coup, oui, ce choix qui peut se poser à un moment donné sur est-ce que je reviens sur des décisions qui me sont profondes ou alors est-ce que je fais le choix de quitter cette personne-là parce qu'on n'est pas aligné par rapport à ce choix-là. Je sais que Laurie a fait sa vie avec quelqu'un qui était en accord avec ça. Bettina, je suppose aussi, mais tu as peut-être des anecdotes ou des témoignages à nous apporter par rapport à ça? Non, pas vraiment, parce que ouais, moi aussi, je suis en couple avec un homme et on est tout à fait raccord là-dessus, donc ça va. C'est chouette. Mais c'est vrai que voilà, c'est une question qui se pose et là-dessus, ça fait plusieurs semaines que je suis en train de réfléchir à de nouvelles manières d'aborder la famille, en fait, la notion de famille. Mais je crois qu'on en avait parlé justement aussi en préparant ce live la semaine dernière, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas finalement d'autres moyens d'être d'une part parent, d'être en couple et d'être en couple et parents. Je veux dire, pourquoi pas. Enfin, en fait, ça demande, je pense, vraiment de s'éloigner du modèle de la famille nucléaire tel qu'on l'entend, c'est-à-dire papa, maman, un enfant, enfin une petite fille, un petit garçon. Bon, on commence à en sortir avec la famille homosexuelle et c'est très bien, sauf qu'on voit quand même qu'il y a énormément de limites d'un point de vue juste législatif, rien qu'en France, que c'est pas quelque chose qui est quand même très admis, c'est-à-dire le couple homo, par exemple, ok, la famille homo, c'est encore quelque chose qui est un peu compliqué pour beaucoup de personnes, ce qui est très problématique pour les personnes qui voudraient fonder une famille. Et c'est vrai que, voilà, je pense que peu à peu, on va peut-être se dire que... Enfin, là, je prends un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le co-living. En gros, c'est des colocs, mais pour adultes, on va dire. C'est des colocs avec des espaces partagés, notamment des bureaux. Et en fait, c'est à la base quelque chose qui est né avec les nomades digitaux, etc. Des gens qui peuvent habiter partout, qui ont besoin d'un espace calme pour travailler, etc. Mais je me dis finalement, est-ce qu'on peut pas, peut-être à terme, imaginer des co-living
avec des personnes qui sont en couple, et il y en a un qui veut pas d'enfant, l'autre qui en veut un, et en fait, peut-être qu'il peut vivre son envie parentale autrement avec d'autres familles. Enfin voilà, c'est vraiment des choses où il faut sortir du modèle classique, et c'est vraiment difficile, je pense, pour l'instant, à imaginer. Mais du coup, voilà, j'ai un article qui va sortir la semaine prochaine, justement sur ce sujet que j'ai énormément creusé. Donc, je l'enverrai si jamais tu veux le retransmettre en OS, etc. Enfin, voilà, parce que c'est un peu long à expliquer ici, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et en fait, c'est comme tout, c'est vraiment comme juste la question du désir ou non-désir d'enfant, c'est en fait s'ouvrir les portes, parce qu'on vit dans un modèle tellement normé, tellement binaire, tellement tout ce qu'on veut, que c'est hyper difficile d'imaginer que ce soit légitime, que ce soit normal, ou qu'on puisse vivre autrement que ça, quoi. Réinventer la norme, mais il y a des témoignages en conversation là, qui sont sur ce sujet, et il y a vraiment cette notion de se dire aussi, même si on n'a pas de doute, il y a une jeune femme qui rebondissait sur ce que disait Céline, même si on n'a pas de doute, des fois les remarques peuvent être blessantes et peuvent au bout d'un moment nous peser, et ça je l'entends parfaitement, et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'affirment en disant moi c'est comme ça, depuis le fait qu'il y ait de plus en plus de mères qui disent à ces femmes, affirmez-vous, parce que derrière ça, après, si jamais vous cédez à la pression sociale, vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation qui est le regret maternel, qui est encore autre chose à gérer. Il y a un conte qui en parle très bien. J'avais dit à Ambre que je parlerais d'elle parce que je trouve que ce conte est très bien fait, qui s'appelle Le regret maternel. Et qui elle est ici, elle est dans le groupe. Oui, elle est dans le groupe, qui fait écho. Elle a beaucoup cité, Ambre, une autrice qui est Orna Donat, qui a fait en 2015, qui a lancé un débat intense en Allemagne sur le sujet, le regret d'être mère, et qui, je vous conseille à toutes le livre, Mère ou pas mère, qui traite très bien, et pour les femmes qui se posent la question, est-ce que je vais le regretter ou pas, elle traite le regret d'être mère de beaucoup de manières différentes, l'avant, la pression sociale, les choses qu'il peut y avoir, et Ambre s'appuie beaucoup sur ça, et je trouve que oui, c'est important de casser la norme par rapport à ça, que ce soit des femmes qui aient des enfants ou qui n'en aient pas, pour laisser la place à ce choix-là. Et je pense que le fait qu'on évolue, comme tu dis, Bettina, sur des choses, des modèles différents, des façons de fonctionner différentes, ça permettra de pouvoir plus assumer et moins subir cette situation. Moi, j'aimerais bien terminer, parce qu'il est déjà 19h12, donc si après on veut laisser le temps aux questions, j'aimerais bien terminer ce sujet de questions sur une question qui m'a beaucoup interpellée et plu. C'est aborder le sujet des cercles d'amis. La question, comment évoluer dans son cercle d'amis quand on est la seule child free, comment ne pas blesser les amis mères qu'on a en expliquant notre choix, si c'est lié à des problématiques écologiques, par exemple, le fait d'expliquer que nous, on a fait ce choix-là, mais que ce n'est pas pour ça que ce que fait notre ami, c'est mal. Comment on peut s'épanouir quand les préoccupations de nos amis tournent autour de la maternité, de leur désir d'enfant ou de leur enfant en bas âge. Voilà, je trouve que ce sujet-là est très intéressant, parce que je pense que c'est ce qu'on disait avec Laurie. Laurie a répondu, il faut changer d'amis, en off. Mais voilà, je vous laisse la parole à Laurie, Bettina, peut-être Laurie en premier sur ce sujet-là. Après, il n'y a pas de... Enfin, c'est toujours difficile pour moi de répondre à ce que là, je peux répondre en tant que moi personnellement. J'ai continué j'ai pas changé mes amis, j'ai toujours continué à voir mes amis, mais effectivement, sur des temps qu'on avait ensemble, qu'on prenait ensemble, et elles-mêmes avaient d'autres activités avec leurs amis qui avaient des enfants, parce que là, les activités tournaient autour des enfants, quoi. Donc, c'est adapter, trouver essayer, si c'est possible, de se conserver un espace, d'avoir peut-être, je sais pas, dédié, je sais pas, une fois par mois, une sortie qu'entre copines, ou des choses pour garder ce qu'on avait en commun, parce que sinon, on peut vite se retrouver complètement, parce qu'elle est dans son quotidien de maman, surtout avec les enfants en bas âge, et en même temps, on peut lui apporter aussi une certaine soupape, en fait, un moment où elle peut s'autoriser
à souffler, à sortir un petit peu du cadre familial. Donc voilà, mais c'est à chacune de voir comment continuer à poursuivre ou construire une nouvelle forme de relation avec ses amis. Chose qu'on devrait faire aussi quand on a des enfants d'ailleurs. Parce que souvent, même moi, enfin moi je parle en tant que mère et je me suis retrouvée à des soirées avec des copines qui venaient d'avoir des enfants à parler que couche culotte, changement, caca, couleur du caca du dernier. Non mais en fait je ne veux pas. Je vis ça déjà toute la journée. Si on pouvait éviter de m'en reparler. Donc c'est hyper intéressant même pour toutes les formes de maternité, à un moment donné, d'avoir cette possibilité de ne pas exister uniquement que par la maternité, le fait d'être mère. Bettina, je te laisse rebondir sur cette question des cercles d'amis. Je suis assez d'accord avec Laurie en fait, sur le fait qu'en fait, on peut être un autre type de soutien déjà, parce qu'en fait, moi, je le vois différemment, c'est-à-dire que en plus de ne pas vouloir d'enfants, je fais partie des personnes qui n'ont aucun affect pour les bébés. Donc voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants qui adorent ça. Moi, c'est vraiment pas mon cas du tout. Et du coup, c'est vrai que j'ai remarqué, j'ai très peu d'amis qui ont des enfants pour l'instant dans mon entourage, mais je pense que ça va venir un moment. Mais c'est qu'en fait, quand il y a le bébé qui arrive, la personne qui l'a mis au monde, bizarrement, disparaît totalement et devient quelqu'un de plus du tout important parce que toute l'attention est rivée sur le bébé. Et je trouve ça vraiment horrible parce que pendant 9 mois, on t'a vu, genre t'es le dieu, la déesse de je sais pas quoi. Et là, le bébé arrive et t'es plus personne et on s'occupe pas de toi, ta santé mentale, enfin tout ça. Et du coup, moi, je sais que quand je vais avoir des amis proches qui vont avoir des enfants, en fait, je vais vraiment plus me centrer sur eux, sur ces personnes-là. Parce qu'en fait, leur enfant, je serais c'est bien mignon, mais ça m'intéresse pas trop, quoi. C'est pas grave, hein, je veux dire, voilà, il est là et évidemment, je vais pas, j'ai rien contre ses enfants, mais je veux dire, voilà. Et effectivement, on peut aussi donc offrir des moments où la difficulté, je pense, pour beaucoup de personnes et qui invoquent notamment le fait qu'elles regrettent d'être mère, c'est en fait d'avoir perdu son identité de femme ou de personne perçue comme femme et d'être seulement une mère, en fait, d'un point de vue sociétal. Alors que quand tu es proche de personnes qui n'ont pas d'enfants, en fait, tu restes. On peut imaginer que, comme par exemple, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment de parler de couche culotte, on peut imaginer qu'en fait, tu restes la personne que tu étais avant et tu ne perds pas totalement ton identité. Je ne dis pas que c'est obligatoire et que tu perds ton identité quand tu as un enfant, c'est pas ça, mais ça peut arriver. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça peut être aussi intéressant. Et après, je pense qu'il y a quand même une part d'honnêteté là-dedans en disant, je pense que c'est important de se dire, je ne sais pas si on se rencontre, on se passe une soirée avec des mères, des non-mères, etc. De se dire, en fait, je vais prendre des nouvelles, par exemple, des enfants de mes amis, évidemment. Parce que je ne vais pas dire non, mais moi, je m'en fous complètement. Genre, évidemment, je veux savoir comment ça se passe, mais surtout comment elles vivent leur nouvelle parentalité, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais après, de se dire, on s'octroie des moments précis, genre 15, 20 minutes, une demi-heure, et on parle d'autres choses après aussi en disant, on peut se mettre des petits carcans comme ça entre amis aussi, en disant, vas-y, là, c'est ton moment, lâche tout, qu'est-ce qui s'est passé, t'as mal dormi, vas-y, comment ça se passe, t'as mal à l'utérus, t'as mal au vagin, j'en sais rien, parle-nous de tout ça. Et après, vas-y, on parle d'autres choses, quoi. Parce que c'est aussi normal d'écouter. Faut pas nier le fait que la personne a un enfant et que c'est quand même un peu toute sa vie, c'est normal aussi, quoi. Donc, et les cercles d'amis ou les groupes de lier des personnes, alors ça, je pense que c'est vraiment faisable, toi, par le biais de ton compte, mais lier des personnes entre elles qui ont fait ce choix-là pour se créer des cercles d'amis de child free, ça peut être envisageable c'est quelque chose. Est-ce que toi, tu as ça, un groupe de copines qui a fait ce choix-là, ou d'hommes, parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi eu un témoignage d'un homme qui m'a dit y a des hommes aussi qui veulent pas être pères et qui sont poussés vers la paternité, ou des femmes qui veulent être mères et qui poussent l'homme qui se laisse un peu porté par le truc et qui fait des enfants alors qu'il n'en a pas particulièrement envie. Donc, faut pas les mettre en dehors de ça. Mais est-ce que toi, tu as cette constitution de groupe de copines qui ne veulent pas d'enfants? Oui, moi, vraiment mes amis proches, on a toutes entre 30 et, 27 et 38 ans à peu près. Donc, j'ai quand même un éventail assez large en termes d'âge, mais quasiment personne n'a des enfants, comme je disais. Et il y en a, on est au moins 3-4 à être child-free vraiment, à savoir qu'on n'en veut pas, quoi. Donc oui, ça aide aussi dans mon cas, c'est vrai que… Mais en fait, je pense que ça aide, mais le fait que moi, je commence à en parler de manière aussi publique,
bah, en fait, c'est que ça a fait se poser énormément de questions à mon entourage amical. Et du coup, il y a énormément de personnes qui se sont rendues compte que soit elles étaient vraiment pas sûres pour l'instant et que peut-être ça n'arriverait pas et que ce serait totalement OK et qu'en fait, c'est pas à sacraliser, que tout va bien. Ou qui se sont rendus compte, grâce du coup à toute ma présence, on va dire, en ligne, qui ne parle quand même que de ça, se sont rendus compte que finalement, en fait, il ou elle n'avait pas envie d'enfant. Et par contre, ouais, je suis d'accord pour le petit aparté sur. C'est difficile d'avoir des retours d'hommes parce que je pense que c'est un très bon exemple encore ce soir. C'est quand même un sujet qu'on attribue au genre féminin. Et ça fait partie des stéréotypes de genre qu'il faut défaire. Mais ça, c'est encore une autre question super compliquée que je ne sais pas comment la traiter. Je sais qu'il faut défaire ça, mais je ne sais pas comment pour l'instant. Mais oui, parce que je pense que c'est un vrai sujet aussi et que effectivement les hommes peuvent en souffrir et être j'ai la sensation très impuissant dans ce chemin où on les emmène vers la paternité sans qu'ils aient probablement des fois pas demandé grand-chose. Mais ouais, c'est clair. En commentaire, il y a un groupe de child free amis qui est en train de se mettre en place. C'est clair. N'hésitez pas à regarder et à vous donner vos coordonnées. Ça sert aussi à ça. Il y a plein de groupes Facebook child free. Déjà, il y a un child free francophone où les gens, en fait, ils sont dessus depuis. Moi, je suis dessus aussi. Ça fait 2 ans et demi qu'il existe. Et du coup, comme on n'est pas énormément, on est 1000-1500, je pense. Donc, et il y a un petit noyau dur qui interagit. Les gens, ils commencent vraiment à se connaître. En fait, c'est trop marrant et c'est vraiment sympa, quoi, pour le coup. Alors, tout le monde n'habite pas dans les mêmes régions, mais il y en a qui habitent dans les mêmes régions et qui se sont rencontrés. Donc, c'est aussi chouette. Cool. Et sinon, il y a une application de rencontre amoureuse child free aussi, si vous voulez. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, pour faire un groupe, à me donner, on m'envoyer par mail, parce que j'ai écrit à quasiment tout le monde, à m'envoyer je souhaite faire partie d'un groupe child free, puis je vous créerai quelque chose pour vous mettre tous en lien avec les adresses. Je faciliterai ce groupe amical avec grand plaisir. Il est 19h21. Je ne veux pas abuser du temps de tout le monde. Donc, Céline, qui a un peu quitté la conversation sur la dernière question, est-ce que tu voulais conclure sur quelque chose, Céline? Non, pas particulièrement, si ce n'est, oui, aller à la rencontre de soi et se demander pourquoi et être au clair avec ça. Et surtout, ne pas chercher à imposer ses choix, qu'on veuille un enfant, qu'on n'en veuille pas, qu'on soit végétarien ou non, peu importe les choix de vie qu'on fait. C'est vrai qu'on a cette tendance, comme disait Bettina tout à l'heure, quand on découvre quelque chose, on a envie de convertir tout le monde. Mais c'est génial de ne pas manger de viande, non, mais c'est génial de ne pas vouloir d'enfant. Et je le comprends. Mais essayez de juste être vous-même et de penser à votre intérêt à vous, sans chercher à imposer. Je pense qu'on peut avoir des amis qui ont des enfants, si on peut être végétarien et avoir des amis qui ne sont pas végétariens, on peut être au potentiel et avoir des amis qui ne sont pas au potentiel. L'essentiel, justement, c'est ça qui est chouette, c'est ce côté très éclectique et c'est ça qui rend riche. Si on ne côtoyait que des gens qui nous ressemblent, on n'évoluerait plus finalement. Donc, rester, savoir ce que l'on veut tout en étant au clair avec ce qu'on côtoie. Super. Je vous propose qu'on garde 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions, si ça va à tout le monde. Ça nous fera dépasser de 5 minutes, mais si ça vous convient, pour que vous posiez vos questions à Laurie, Bettina et Céline. Donc, c'est le moment de vous lâcher. Vous pouvez poser les questions. Alors, je vais essayer de retrouver… Alors, Angèle, vas-y, pose-nous une question. Nous t'écoutons. Du coup, bonjour, moi c'est Angèle. Alors moi j'avais juste une question qui est peut-être une remarque, je ne sais pas, sur la différence en fait entre faire le choix de ne pas vouloir d'enfant, donc les gens le savent, etc. Moi je suis très jeune, j'ai 21 ans, donc on me dit souvent oui c'est bien, tu verras plus tard. Et faire le choix de se faire stériliser, parce que ça c'est encore un autre débat. Et il y a peut-être un écart énorme aussi entre les deux. Parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Mon entourage sait depuis des années que j'en veux pas. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai passé le pas, j'ai commencé les démarches. Alors là, j'ai vu un fossé se creuser. Et je pense que c'est aussi au manque d'informations, de connaissances, d'acceptation aussi, tout simplement. Mais voilà, c'était une question. Moi, j'ai découvert le compte de Bettina il y a quelques mois et ça a été la révélation. Mais
voilà, une question sur cette différence en fait entre ne pas vouloir d'enfant et décider de se stériliser pour des raisons diverses, qui peuvent être le manque de contraception, la peur, enfin tout ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Qui répond? Moi, je pense qu'il y a quand même un truc vachement lié aux valeurs patriarcales de notre société. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui, l'élément qu'ils avancent, l'argument qu'ils avancent pour refuser une stérilisation, alors Angèle, je pense que tu es en France, mais en France, c'est légal depuis 2001. Moi, je suis en Belgique, c'est un peu particulier la loi dessus, mais bref. Et c'est vrai que, en fait, il y a beaucoup de médecins qui disent qu'ils ne veulent pas le faire parce que ce serait une mutilation pour eux. Alors que justement, enfin, je veux dire, si on part de là, la chirurgie purement esthétique, c'est quoi? Enfin, en fait, je pense qu'il y a vraiment juste quelque chose de très, avoir le pouvoir sur le corps des personnes sexisées, en fait, juste en disant, ah non, non, vous pouvez peut-être regretter ou blablabla. Alors que il me semble que de toute façon, tu signes des papiers. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas te retourner contre le médecin qui va te faire cette opération. Et sinon, tu pourrais te retourner contre le médecin qui t'a raté tes prothèses mammaires. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est vraiment, ouais, c'est juste vraiment changer en fait la domination masculine qu'il y a sur le corps des femmes, tout simplement. Alors, c'est un vaste travail, hein, mais ouais, c'est ça, quoi. C'est tellement ancré, c'est compliqué, quoi. Je peux témoigner sur la ligature des trompes, puisque je me suis fait ligaturer les trompes après mes 2 filles. Et donc, du coup, effectivement, non, tu ne peux pas te retourner contre le médecin. Il y a un protocole en France qui est très, très cadré, qui est, tu fais la demande, on te donne un formulaire, tu notes la date où tu as fait ta première demande, il se passe 4 mois, et au bout de 4 mois, tu reformules ta demande, tu resignes un formulaire. Tu fixes la date de ton opération et le jour de l'opération, tu resignes un formulaire pour dire que tu. Donc, effectivement, c'est cadré. Par contre, il y a de plus en plus de gynécos qui acceptent de le faire et il y a je pourrais rechercher et vous donner cette référence. Il y a des listings de personnes, de gynécos qui acceptent et qui le font facilement. Il y a des groupes qui communiquent là-dessus. Donc, je pourrais vous chercher l'info et vous le transmettre. Mais oui, vas-y. Que Angèle nous précise, est-ce qu'en fait c'était par rapport au corps médical ou plutôt l'entourage, vous la dire, enfin voilà, d'annoncer à l'entourage que en fait on choisissait de faire appel à cette solution. Eh bien, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai dû disons, mes amis, on est des jeunes, on est des étudiants, donc ça passe beaucoup mieux. Bon, ils s'en foutent, hein, clairement. Je fais bien ce que je veux, non, mais c'est vrai. Mais au niveau, voilà, de la famille, des adultes qui entourent, il y a ce côté très incompréhension, très pourquoi t'attends pas 30 ans, puis après tu verras. Voilà, voilà. Mais j'ai fait un travail de discussion. Donc, il y a les proches, au sens amis et famille, mais il y a également les médecins, c'est-à-dire que moi, une médecin qui est super, mais quand je lui ai parlé de ça, la première chose qu'elle m'a dit, c'est illégal, vous ne pouvez pas, etc., alors qu'elle fait partie d'un comité d'éthique, ce qui est alarmant. Et du coup, je lui ai sorti le texte de loi. Une semaine plus tard, en faisant une lettre de recommandation, et elle a fait un mea culpa, elle s'est renseignée, donc j'ai eu de la chance. Et ma sage-femme, par contre, je lui ai parlé de ça, elle sait que j'ai des problèmes de contraception, donc elle a bien compris, et direct, elle m'a dit, ok, pas de souci, par contre, je suis désolée, je ne sais pas qui vous conseiller, mais par contre, direct, donc aussi dans le corps médical, il y avait vraiment, c'est illégal. Oui, c'est une vraie question. On pourra aller un petit peu plus loin dans le débat, parce que je voudrais laisser la possibilité aussi aux autres personnes. On a répondu sûrement sur une partie de ta question et pas en totalité, mais n'hésite pas à recontacter soit Laurie, soit Bettina, soit Céline, soit moi, si tu veux aller plus loin dans la discussion. Il y a Artie qui voulait poser une question. Oui, mais pardon mon français parce que je ne suis pas française. Alors, si vous ne comprenez pas, vous pouvez me demander ce que j'ai bien de poser. Alors, bon, parce que je suis indienne, j'ai déjà posé cette question à Bettina il y a quelques jours, c'est moi. Oui, c'est exactement comme Angèle, je veux me stériliser, mais le loi dans mon pays, ça ne me permet pas parce que le critère pour être stérilisé en tant qu'une femme ou un homme en Inde, c'est que tu dois être déjà marié. Et si tu es marié, il faut que tu ailles au moins un enfant d'1 an. Et puis, il décide, mais c'est les gynécologues. Ben, moi, je suis allée il y a quelques mois pour demander si je peux me faire
des ligatures des trompes, mais la gynécologue, elle m'a vu comme si je suis une criminelle. Elle me dit mais sortez-vous, je ne veux pas vous parler et tout. Mais après, j'ai déjà posé cette question à Bettina. Si quelqu'un entre vous qui était déjà stérilisé, qui connaît un gynécologue en France, je peux venir en France. Je ne sais pas si en tant qu'une Indienne, je serais permis d'être stérilisée en France. Alors là, oui, je sais, c'est hors de sujet qu'on discute, mais je prends cette opportunité de poser cette question, si peut-être, parce que je vois quasiment 50 personnes ici, peut-être quelqu'un peut m'aider. Arti, c'est pas du tout hors. Justement, hein, j'ai failli l'aborder, le sujet de la contraception, parce qu'à mon avis, pour moi, c'était très lié au sujet. On n'a pas le temps de tout traiter en 1 heure, malheureusement et heureusement, parce que ça nous permettra peut-être de refaire un sujet et un live sur ce sujet. Ce que je te propose, c'est qu'avec Bettina, on se mette en lien dans les jours qui viennent et qu'on réfléchisse à comment on peut essayer de trouver une liste de praticiens, de gynécologues qui seraient dans cette éthique-là et qui acceptent de faire ce genre de choses. Alors Voilà. déjà, il y a 3 ressources, il me semble. Arti, je t'en avais donné qu'une, qui était le groupe Facebook Stérilisation volontaire et définitive, qui est un groupe où il y a énormément de personnes. Il y a 40 000 personnes, hein, donc ça peut être un peu compliqué, mais je pense qu'il y a beaucoup de ressources. Il y a le site internet Gyn & Co, où il y a aussi des praticiens et praticiennes qui sont ouverts soit à une contraception qui est autre que hormonale, ou alors à la stérilisation. Et il y a la liste de Martin Winkler, je vais les mettre aussi là dans le chat. Je le mets en référence, je l'ai mis en référence. Mais c'est vrai que en fait, la question qui se posera dans ton cas, c'est de savoir si tu as le droit à ça quand tu n'es pas résident en France, en fait. Et ça, j'en ai aucune idée, j'avoue. Mais à voir, on peut en discuter carrément. De toute façon, on en avait déjà. J'ai pensé parce que chez nous, on n'a pas de liberté de fumer marijuana, mais quand je suis allée à Amsterdam, c'est permis, alors je fume. C'est pareil, si je me stérilise en France, c'est mon choix, quoi. Et il y a Angèle, il y a Angèle qui nous a parlé juste avant, qui peut transmettre la liste, parce qu'elle l'a en PDF de ce groupe-là. Donc Angèle, n'hésite pas à m'envoyer la liste sur mon adresse mail, que je vais remettre. Et puis Arti, demande-la moi, puis je te la retransmettrai. D'accord. On va clôturer doucement ce live qui a été très intéressant et très, très dynamique. C'était génial. Je vous remercie pour votre participation à toutes. Pour celles qui souhaitent créer un groupe d'amis child free, vous envoyez un mail. J'ai reçu un premier mail qui s'appelle, et je trouvais ça assez bien, oui pour un groupe child free. Donc, vous pouvez mettre tous le même intitulé, ce sera parfait. Et je ferai en sorte de vous mettre en relation. Merci à Laurie, à Bettina et à Céline d'avoir participé. Je vous laisse dire chacun un petit mot avant qu'on clôture ce webinaire. Laurie? Eh bien, moi, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est ce que a dit tout à l'heure Céline, c'est vraiment, quel que soit questionnez vos désirs profonds, une fois que vous avez vraiment, vos choix sont évidents pour vous, assumez-les, et puis voilà, ils sont pas contestables, ils vous appartiennent, votre corps vous appartient, et ça, personne d'autre que vous ne peut en avoir la maîtrise. Voilà mon mot de la fin. En tout cas, merci à vous. Laurie. Bettina? Carrément d'accord, je plus sois Laurie. Non, ouais, c'est clair. C'est vrai que faut apprendre à se connaître, et je pense que les petits espaces d'échange comme ça, qui sont bienveillants, dans lesquels où on peut déjà vraiment échanger et se sentir légitime, c'est hyper important, et juste savoir que peu importe ce qu'on a envie de faire dans la vie, peu importe notre choix de vie, il est légitime. Et il y a forcément d'autres personnes qui pensent comme vous. C'est pas parce qu'il y a une norme qui vous correspond pas qu'elle est forcément, que vous êtes anormal. On est tous uniques, donc on peut pas tous se ressembler. Donc voilà. Et merci beaucoup à tout le monde, c'était chouette. Puis à bientôt, on aura l'occasion de discuter, je pense. Encore. Céline? Oui, merci à tous d'avoir suivi ce live, de nous avoir écoutés, de nous avoir fait confiance aussi en vous livrant un peu. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait que voilà, ça peut blesser du coup la vie des autres, même si on n'a pas de doute. Et à ça, j'aimerais vous répondre qu'on ne peut pas, encore une fois, contrôler ce que disent, ce que pensent les autres.
mais on peut décider de contrôler nos réactions. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, assumez-le et ne vous laissez pas toucher comme ça parce que les autres peuvent vous dire. Essayez de vous dire que vous ne contrôlez pas ce qu'ils pensent et vous ne contrôlerez jamais ce que les autres pensent et disent. En revanche, vous contrôlez votre façon d'y réagir et vous pouvez décider d'y réagir comme si ça glissait sur vous et ça ne vous impactait pas. Ça demande un petit travail, mais c'est possible. Et surtout, gardez en tête que vous êtes les seuls décisionnaires de votre vie. Et voilà, donc il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous et n'hésitez pas à assumer fièrement vos choix, qu'ils soient, peu importe quels qu'ils soient. Oui. Merci à toutes pour ce très beau moment de sororité. D'après les commentaires, ça a beaucoup plu, donc c'est encore mieux de savoir qu'on a participé à ce qu'on passe tout un bon moment. Merci et bonne soirée à toutes et à très vite, j'espère. Une bonne soirée. Merci beaucoup. bientôt. Bonne soirée.